Ce soir sur Ukraine Today, préparation à la désoccupation. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé des systèmes de défense aérienne ennemis et un centre de contrôle de drones dans les territoires ukrainiens temporairement occupés. Réforme de la défense aérienne. Quand l'Ukraine recevra-t-elle les missiles M et NASAMS? Et comment les infrastructures critiques seront-elles protégées? Une nouvelle victime de l'attentat terroriste au centre de Lviv. Le crime commandité par le Kremlin continue de faire des victimes. Une guerre mondiale au Moyen-Orient. Les événements des prochaines 24 heures pourraient-ils changer le destin de toute la région? Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Passons aux actualités. Commençons par les frappes ukrainiennes. Selon l'état-major général, les forces de défense ont attaqué des systèmes de défense aérienne russes et des points de contrôle de drones. Ces frappes ont visé des infrastructures militaires russes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, y compris la Crimée. Et puisque nous parlons déjà de la Crimée, sur la péninsule, ainsi que dans les régions de Donetsk et de Luhansk, les forces de défense ukrainiennes préparent activement le terrain pour la libération. Tous les détails autorisés à être rendus publics figurent dans le rapport. Les forces armées ukrainiennes ne peuvent plus être arrêtées. Nos défenseurs ont lancé une contre-offensive. En un instant, le front russe s'est effondré et les occupants ont commencé à fuir, abandonnant de plus en plus de territoires qu'ils avaient précédemment conquis. Au total, en 2 mois cette année, comme nous pouvons le constater, environ 400 km² de territoire ont été libérés. Récemment, l'attention des attaques ukrainiennes s'est déplacée vers les zones proches de l'arrière des Russes dans les territoires occupés. La semaine passée a été l'une des plus importantes et des plus réussies. Ainsi, en termes de fréquence et d'étendue géographique des frappes contre l'ennemi. Les pertes subies chaque mois par les forces armées de la Fédération de Russie affichent une tendance négative. Décembre, janvier, février, tout cela est confirmé. Par exemple, notre aviation et nos lance-roquettes multiples HIMARS frappent les positions ennemies, l'infanterie et l'équipement de l'occupant dans la direction d'Alexandrovsk. Après une frappe aussi massive, les envahisseurs russes n'ont absolument aucune chance de survie. Et voici la direction de Zaporizhia. Ici, un Castarada a été détruit par les systèmes de drones ukrainiens. La géographie des frappes lors de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes est impressionnante. Nos défenseurs ont réussi à frapper non seulement le long de la ligne de front, mais aussi à l'arrière des lignes ennemies. Récemment, Mariupol et Yalta ont également été touchés. Les explosions là-bas ne cessent pas. Les forces armées ukrainiennes frappent des casernes, des dépôts de munitions, des sites de déploiement et des systèmes de défense aérienne. Nous le savons. Il y a un peu plus d'un mois, le commandant en chef, le général Sersky, a déclaré que la défense seule ne résoudrait pas les problèmes dans cette guerre et qu'au minimum, elle devait être active. Et cela signifie que des contre-attaques sont menées dans certaines zones. C'est une semaine brûlante qui s'annonce pour les occupants à Tokmak et dans les environs. La ville occupée subit un feu aussi intense pour la première fois. C'est ici, avant le début des frappes, que la plus grande concentration de réserves arrières russes a été rassemblée pour des offensives, des manœuvres et des attaques le long de la ligne de front. Les forces armées ukrainiennes y ont concentré très importantes unités, principalement des troupes d'assaut aéroportées. Ce sont des unités d'élite des forces armées ukrainiennes. De plus, ils opèrent avec l'objectif stratégique précis de faire avancer leurs forces depuis les positions nord vers le sud, dans une manœuvre calculée visant à prendre à revers le groupe militaire russe qui opère actuellement dans les zones à l'ouest de Ouliaïpo. Il n'y a pas de répit non plus pour l'armée de Poutine en Crimée. Là-bas, les forces de défense ukrainiennes ont frappé des hangars à Yevpatoria, où les troupes russes stockaient et entretenaient des drones polyvalents. Pour les drones Post et Orion. D'ailleurs, l'efficacité remarquable des frappes des forces armées ukrainiennes s'explique, entre autres, par l'action secrète de partisans ukrainiens opérant dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, ainsi qu'en Russie.
Les habitants pro-ukrainiens, qui ont été les premiers à agir, ont revendiqué l'espace dans le territoire temporairement occupé de la Crimée en installant divers drapeaux ukrainiens, des symboles ukrainiens et en accrochant des rubans jaunes. Par la suite, cette résistance s'est renforcée. Ils ont commencé à transmettre, comme l'a confirmé le coordinateur militaire du mouvement de résistance, des coordonnées militaires et des informations militaires. Leur renseignement est inestimable et chaque nouvel acte de sabotage devient presque une gifle personnelle pour le Kremlin et Poutine. À Klin, dans la région de Moscou, un agent d'Atesh a détruit un complexe de communication satellite mobile Living. Et nos partisans mènent régulièrement des attaques similaires. Les membres du mouvement affirment que ce sont leurs actions et les informations qu'ils ont recueillies qui ont rendu possible les frappes ukrainiennes sur la Crimée. En particulier, selon Atesh, c'est eux qui ont guidé la frappe de missiles ukrainiens contre le navire de débarquement russe et les sous-marins Minsk et Rostov-sur-le-Don, ainsi que l'attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en septembre 2023. Pendant ce temps, les partisans ukrainiens du mouvement de résistance ont paralysé une ligne ferroviaire clé à Louhansk, ce qui a porté un coup sérieux aux lignes d'approvisionnement du groupement de Pokrovsk des forces armées russes. Désormais, les partisans assistent activement nos défenseurs lors de la contre-offensive du printemps. Ils ont uni leurs forces et mènent des opérations actives au sein du mouvement partisan, en particulier dans le domaine militaire. Ils mènent des sabotages dans des installations militaires et réalisent également ce que l'on appelle des actes terroristes. En substance, ils éliminent les responsables de l'occupation aussi bien dans les territoires nouvellement occupés que dans la Crimée temporairement occupée. Ils sont également activement engagés dans la collecte et la transmission d'informations militaires. C'est précisément cette information qui permet aux forces armées ukrainiennes de porter des frappes précises contre les groupements ennemis. Ils disent fournir des infos sur les défenses aériennes, entrepôts, bases et troupes, épiant les cibles durant des semaines. De plus, nos partisans dans le Donbass et en Crimée préparent activement le terrain pour la libération des régions saisies par Poutine. Grâce à leurs efforts, les occupants ne se sentent jamais en sécurité, que ce soit à Donetsk, Mariupol ou n'importe où sur la péninsule de Crimée. Et avec l'avancée inévitable des forces armées ukrainiennes sur le front, la peur parmi les Russes ne fait que grandir. Frères et sœurs, le mouvement militaire Atesh se prépare à libérer la Crimée des Russes. Nous attendons les forces armées ukrainiennes à Dzhankoï. Nous avons créé des dizaines de caches contenant des armes, des explosifs et des munitions. Dès que les forces armées ukrainiennes franchiront la frontière administrative avec la Crimée, nous prendrons le contrôle des bâtiments administratifs et des installations militaires. La défense aérienne russe a probablement abattu son propre hélicoptère. Cela s'est produit dans la région de Rostov, en Russie. Les premiers rapports indiquent que l'équipage n'a pas survécu. L'information est en cours de vérification. L'état-major général a montré comment les forces d'assaut aériens ukrainiennes ont détruit l'ennemi dans la direction d'Olexandrivska. Vous allez le voir maintenant. La Russie a attaqué l'Europe. Des Shaheds avec des composants russes ont frappé une base aérienne britannique à Chypre. La Fédération de Russie est un partenaire clé de l'Iran sur le plan militaire et technique. Il y a un échange de technologies en cours. Cela concerne la fourniture de composants pour la production de drones sur le territoire de la Fédération de Russie. Il existe en fait un partenariat entre les fabricants russes et iraniens en ce qui concerne l'amélioration des caractéristiques tactiques et techniques des armes de frappe. Les Européens craignent que les États-Unis ne perdent tout intérêt à pousser Vladimir Poutine dans cette direction. Dans le même temps, l'Amérique va épuiser ses stocks de missiles dont Kiev a besoin, écrit Politico. L'Iran est un partenaire commercial clé de la Fédération de Russie. Le chiffre d'affaires commercial s'élève à environ 5 milliards par an. Ainsi, l'Iran n'est pas seulement un partenaire clé sur le plan technico-militaire, mais aussi en conséquence un partenaire commercial de la Fédération de Russie. Et le démantèlement du régime des ayatollahs en Iran sert avant tout les intérêts de la partie ukrainienne. Selon Bloomberg, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé d'envoyer les meilleurs experts en destruction de drones iraniens au Moyen-Orient. Si les dirigeants parviennent à persuader le dictateur du Kremlin d'accepter un cessez-le-feu d'1 mois dans la guerre, La guerre avec l'Iran a une fois de plus démontré que l'armée des États-Unis n'est pas préparée à mener des opérations de combat dans les réalités modernes de la guerre.
Plus précisément, il est important de noter que des frappes sophistiquées de drones fabriqués en Iran ont réussi à détruire un système de surveillance radar hautement avancé et stratégique d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. De plus, il s'agissait de frappes précises menées par des systèmes d'armes aérodynamiques individuelles et guidées avec précision, ce qui contraste fortement avec les attaques aériennes massives et combinées, comme celles fréquemment lancées par le pays occupant contre diverses cibles à travers le territoire ukrainien. Pendant ce temps, le pays agresseur poursuit sa campagne de terreur. En février, les occupants russes ont mené la série de frappes de missiles la plus intense contre l'Ukraine de ces 2 dernières années. Sur ces images, les défenseurs ukrainiens, comme ils l'affirment eux-mêmes, exercent une pression constante sur l'ennemi, coupant leurs artères logistiques. À ce stade, à la suite de la contre-offensive des forces de défense ukrainiennes, environ 400 km² du territoire ukrainien ont été libérés. Et 9 localités sont désormais sous le contrôle stable des forces de défense ukrainiennes. Pour la première fois, les succès notables des forces de défense ukrainiennes dans la libération des territoires dépassent officiellement les pertes causées par les actions de l'armée russe. Les journalistes ont révélé une nouvelle manœuvre des Russes. Des offres d'emploi destinées aux citoyens biélorusses prêts à combattre aux côtés de la Russie contre l'Ukraine sont publiées sur les sites des agresseurs. Sur l'un de ces portails, nos collègues ont compté 13 offres de ce type, toutes proposant le même salaire de 7 670 roubles biélorusses par mois. Cela représente environ 2 300 €. Et dans chaque cas, l'employeur mentionné est le ministère russe de la Défense. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 980 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a déjà perdu 1 269 500 soldats. En une seule journée, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 5 chars russes, 4 véhicules de combat blindés, 32 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. Les occupants russes ont attaqué un train de passagers à Mykolaïv avec un drone. Une personne a été blessée. Le drone a touché des wagons vides car le train était arrivé pour une maintenance technique. Un jour plus tôt seulement, les occupants avaient tenté de frapper un autre train de passagers sur la ligne Dnipro-Kovol. Le drone a explosé à seulement quelques mètres de la locomotive. Heureusement, personne n'a été blessé. Une autre victime de l'attentat terroriste dans le centre de Lviv. Le militaire de la garde nationale âgé de 30 ans, Joseph Pawlinski, est décédé à l'hôpital. Le crime a été commis le 22 février sur ordre du Kremlin. Pawlinski s'est précipité pour aider après les premières explosions. C'est à ce moment précis qu'une seconde explosion s'est produite. Il laisse derrière lui sa femme et une petite fille. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. La réforme des systèmes de défense aérienne de l'Ukraine est désormais en cours. Le cabinet des ministres a autorisé les entreprises d'infrastructures critiques à créer leurs propres unités de défense aérienne. De plus, des missiles destinés à Nassim arriveront bientôt en Ukraine. Tous les détails dans le prochain reportage. Zelensky affirme que si le Moyen-Orient pressait la Russie, l'Ukraine les aiderait à bâtir une défense aérienne efficace. L'Ukraine est également prête à fournir une telle assistance à ses partenaires sans aucune condition. Le Moyen-Orient entretient des liens économiques étroits avec la Fédération de Russie et exerce une influence. S'ils envoient un signal à la Russie pour cesser le feu, par exemple pendant 1 mois ou 2, alors nous pourrons envoyer nos spécialistes pour protéger la population civile. Par exemple, comme je l'ai mentionné, avec le Royaume-Uni, nous avons un accord de sécurité qui dure depuis un siècle. Si, Dieu nous en préserve, de tels partenaires étaient attaqués ou faisaient face à certains risques, nous enverrions nos gens. De plus, l'Ukraine est prête à échanger ses drones intercepteurs, lesquels sont plus efficaces contre les martyrs iraniens et sont nettement moins chers pour des missiles capables d'abattre des cibles balistiques. La question des échanges d'armement nous intéresse. Nous avons nos propres capacités et vous savez ce que nous produisons. Et il existe également une pénurie, en principe, dans les pays du Moyen-Orient. La question est donc de savoir comment pallier cette pénurie et résoudre nos problèmes. C'est pourquoi nous serons prêts à prendre contact. Les diplomates ont reçu des instructions de ma part et ils sont en train de communiquer. Vous vous souvenez, il y a seulement quelques jours, il y a eu un rapport selon lequel les États-Unis ont livré un important lot de batteries Patriot à l'Arabie Saoudite. Et alors, à Kiev, beaucoup de gens se demandaient pourquoi ils leur fournissaient une telle quantité. C'est un pays pacifique, il n'a pas de problème de sécurité.
Alors que la Russie nous bombarde et que nous manquons de missiles, ils refusent de nous les fournir ou vendre. Voici pourquoi. L'Arabie saoudite en a plus besoin que l'Ukraine, car des frappes sur ses champs pétroliers causeraient une crise économique mondiale insurmontable pendant des décennies. Il y a une réforme choquante en cours dans le système de défense aérienne de l'Ukraine. Désormais, les entreprises d'infrastructures critiques pourront créer leur propre groupe de défense aérienne et l'État leur fournira des munitions. Cela a été annoncé par la première ministre Sviridenko. Le personnel suivra une formation et une certification dans des établissements désignés par le ministère de la Défense. Le commandement de la force aérienne des forces armées ukrainiennes pourra transférer temporairement des moyens de défense aérienne et des munitions aux entreprises, sur la base de décisions individuelles pour chaque entreprise. Cela concerne les armements qui ne sont pas actuellement utilisés par les unités de combat. Dans le cas où des munitions seraient utilisées, le réapprovisionnement se fera selon une procédure simplifiée, sur la base d'un relevé des dépenses réelles. Parallèlement, les partenaires européens se sont engagés à trouver et à acheter les missiles dont l'Ukraine a besoin pour un montant sans précédent et à investir dans des drones intercepteurs. Aujourd'hui, une initiative importante a été lancée pour collecter des missiles Paquet 3 à partir des stocks européens, car cela est essentiel et crucial pour notre pays en ce moment. Je suis reconnaissant pour cette initiative. J'espère que nous verrons très bientôt les résultats de cette initiative. Aujourd'hui, on annonce près de 38 milliards de dollars pour les systèmes de défense aérienne, les drones, le développement de drones d'assaut, les frappes en profondeur et les drones intercepteurs. Mais en ce qui concerne la défense aérienne, il y a aussi de grandes inquiétudes qu'une guerre avec l'Iran puisse épuiser les stocks, et cela pourrait également affecter l'Ukraine. Du côté moins positif, à mon avis, si la guerre s'éternise, il y aura une pénurie de systèmes de défense aérienne chez les partenaires du Moyen-Orient. Vous pouvez voir qu'ils utilisent des systèmes de défense aérienne contre les Shahed. Cela suggère qu'ils n'ont probablement pas autant de missiles que les Iraniens ont de drones. Donc la consommation reste très élevée. Et c'est pourquoi, oui, c'est clairement un risque pour nous en termes de quantité. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun signal concernant une réduction des programmes. Mais nous-mêmes, grâce à Dieu, sommes amis avec la logique et pouvons comprendre ce qui pourrait arriver, quels risques il pourrait y avoir. Nous ne pouvons qu'espérer que la guerre dans le Golfe Persique ne s'éternisera pas, car cela nuirait non seulement à la capacité d'acheter des systèmes de défense aérienne, mais aussi au prix de l'énergie, avec toutes les conséquences qui en découlent. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez nos journalistes pour dire la vérité sur la guerre russe. Devenez sponsor via le lien en description. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Merci et gloire à l'Ukraine. Un drone iranien a explosé près du consulat américain à Dubaï. Cela a été rapporté par le bureau des médias de Dubaï. Un incendie s'est déclaré sur les lieux. Pendant ce temps, l'Assemblée des experts pour la direction, ou ce qu'il en reste, a choisi un nouveau guide suprême de l'Iran. Il s'agit de Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême éliminé, Ali Khamenei. Plus de détails sur la guerre mondiale au Moyen-Orient et son impact sur les événements en Ukraine dans le reportage. Intervenant 1, une fois de plus, je m'adresse aux gardiens de la révolution, à l'armée iranienne et à la police. Déposez vos armes et vous bénéficierez d'une amnistie totale, sinon une mort certaine vous attend. Intervenant 2, les États-Unis d'Amérique se préparent à une nouvelle phase d'attaque contre l'Iran. Intervenant 1, ils ont commencé à construire de nouvelles installations, de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui, dans quelques mois, rendraient leur programme de missiles balistiques et leur programme de bombes atomiques invulnérables. Dans un avenir proche, le régime iranien pourrait acquérir des missiles capables d'atteindre notre belle Amérique. Et il serait alors très difficile d'arrêter ce régime iranien et de l'empêcher de créer des armes nucléaires. Intervenant 2. La prochaine phase de l'opération pourrait commencer dans les 24 prochaines heures. À Washington, ils préviennent que ce sera encore plus brutal et à plus grande échelle. Intervenant 1. Les stocks de munitions des États-Unis sont à des niveaux moyens et supérieurs à la moyenne. Ils n'ont jamais été aussi grands ni aussi performants. Comme on me l'a dit aujourd'hui, nous disposons d'un approvisionnement presque illimité de ces armes. Des guerres peuvent être menées indéfiniment et avec beaucoup de succès en utilisant uniquement ces stocks, qui sont meilleurs que les meilleurs armements des autres pays. Intervenant 2. De l'autre côté de l'océan, ils ne cachent pas la réalité. Les objectifs de l'opération vont bien au-delà de frappes ciblées. Il s'agit du démantèlement systématique de l'infrastructure militaire de l'Iran. Intervenant 1, notre premier objectif est de détruire le programme de missiles de l'Iran. Et vous pouvez déjà voir comment cela se passe. Nous avons frappé des bases de missiles et nous détruisons des sites de production de missiles. Deuxièmement, nous détruisons les navires de guerre iraniens.
Et troisièmement, nous voulons nous assurer que le principal sponsor mondial du terrorisme n'acquiert pas d'armes nucléaires. Et enfin, notre objectif est de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas parrainer des groupes terroristes opérant dans d'autres pays. Intervenant 2, les États-Unis soulignent que l'opération vise à éliminer systématiquement les menaces contre la sécurité nationale et la navigation mondiale, tout en maintenant simultanément ouverte la possibilité d'un changement de régime et en créant un nouvel avenir pour le peuple iranien. Selon les États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio affirme que les frappes les plus puissantes sont encore à venir. Intervenant 1, honnêtement, encore une fois, je ne vais pas divulguer les détails de nos efforts tactiques, mais les frappes les plus puissantes des forces armées américaines sont encore à venir. Les forces armées sont encore devant nous. La prochaine phase sera encore plus difficile pour l'Iran qu'elle ne l'est actuellement. Intervenant 2. Pendant ce temps, l'Iran a perdu ses 11 navires dans le golfe d'Oman. C'est ce qu'a rapporté le commandement central américain sur le réseau social X. Commandement central. Parallèlement, Israël a lancé une opération terrestre au Liban. Les forces de défense israéliennes rapportent que des troupes opèrent dans le sud du pays à plusieurs points le long de la frontière, menant des frappes ciblées contre l'infrastructure terroriste du Hezbollah. Oui, il essaye d'une certaine manière de briser l'axe du mal. Nous le comprenons parfaitement. Il ne veut pas en faire partie. Il veut le détruire et être le seul, vous savez, le roi de la colline. C'est à peu près comme ça que ça se présente. Il avait simplement besoin d'aider à éliminer le principal, le composant clé de cet axe du mal. Et selon l'expert, il est loin de s'agir de la Chine, de la Corée du Nord, du Venezuela, de Cuba, de la Syrie ou même de l'Iran. C'est la Russie. La guerre iranienne prend de nouveaux contours, bien plus dangereux. Les objectifs s'élargissent, la rhétorique se durcit et la liste des tâches que Washington se fixe est sans précédent. Mais seul le temps dira s'il sera possible de détruire enfin l'axe du mal solidement établi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez et à la prochaine fois.